Salut, je m'appelle Fabien Roy et re-bienvenue sur la chaîne. J'ai converti cette tasse en beau cache-pot parce qu'elle était brisée. Évidemment, là, le pot et la plante sont un peu trop gros, mais je voulais vous le montrer pareil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure de faire des dessins. Donc, dans les dernières vidéos, on a établi une liste de fonctionnalités qu'on a converties en récit et ensuite en use case. Maintenant, on a une bonne idée des différents concepts qu'on va utiliser dans notre application. Fait qu'on va faire des beaux diagrammes. Fuck! C'est des diagrammes UML! Non. Je veux pas aller aussi en détail que ça. Puis honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qui est juste bon à faire à la fin. Anyway, on peut l'autogénérer avec les classes qu'on a. Fait que, va-t'en. Ah fuck, non! Ok, c'est les diagrammes C4. Ok, je sais que c'est le fun à faire en début de projet puis que c'est vraiment pratique, mais j'ai pas envie de trimballer une documentation qu'il faut que je change tout le temps puis tout, fait que j'ai juste envie de faire de quoi de simple, décrisse! Ok, je niaise, mais pour vrai, je vais faire des diagrammes super simples. C'est pas des UML, c'est pas des C4, c'est pas n'importe quel genre de documentation assez complexe comme ça. Ça va vraiment juste être pour déterminer les concepts principaux de l'application, tout simplement. Fait que c'est très pas formel, mais j'en ai rien à foutre. Vous m'arrêterez pas. Fait que, parfait. Bon, fait que c'est un diagramme du domaine simplifié que je veux faire. On va appeler ça comme ça. Mais là, je parle souvent de domaine, faire du code domain-driven, des règles de domaine, mais c'est quoi un domaine? Un domaine, c'est le cœur de votre application. C'est là que vous mettez la logique, les règles, les liens entre vos différents concepts. Le but, c'est d'isoler le centre de votre application de tout ce qui concerne les technologies utilisées. Puis, ben, en plus de ça, idéalement, de séparer en package, en module, les différents éléments de domaine qui n'ont pas besoin de se connaître les uns les autres pour faire des dépendances qui ne sont pas circulaires. Par exemple, si on prend les passes d'accès, pour moi, c'est comme un package de notre domaine. Pas juste de notre domaine, là, mais c'est un package. Fait que les passes d'accès ont besoin de connaître les factures et les prix. Parce que ben, une passe d'accès va avoir une facture. C'est ça. Mais est-ce que les factures et les prix ont besoin de savoir c'est quoi une passe d'accès? Ben, pas du tout. Donc, ça, c'est le principe de finalement pas avoir une dépendance circulaire. Les passes d'accès dépendent de l'argent et des factures, mais pas le contraire. Du Domain-Driven Design, du DDD, c'est l'idée selon laquelle le cœur de votre application, c'est le domaine. Fait que ce dont je viens juste de parler. C'est ça que nous, on va faire. En fait, du Domain-Driven Design, c'est d'écrire notre code avec les mêmes termes qu'on emploie pour décrire le domaine d'affaires. Donc, vous comprendrez que notre domaine à nous va être décrit de la même manière que le domaine d'affaires, comment qu'on explique les choses dans nos récits, tout ça. Et donc, on fait du DDD. C'est quoi la différence avec une app classique? Ça dépend de ta définition d'une app classique. Pour moi, une app classique, c'est une app en DDD. Une app classique en orienté objet, je veux dire. Plutôt que faire des God class et des services qui finissent plus, des trucs comme ça, on va déléguer beaucoup de logique, de règles de domaine, des trucs comme ça au domaine lui-même. Donc, on va le rendre intelligent. Il y a certaines affaires qu'on va déléguer à d'autres classes qui vont s'occuper de faire certains trucs. Par exemple, si la création d'un objet est trop complexe, ben on va faire un factory qui s'occupe de créer des objets en fonction de certains paramètres. Si un calcul demande vraiment beaucoup de trucs, ben on va utiliser un strategy pattern où on va faire une classe qui calcule un résultat en fonction des paramètres. On va revenir au patron de conception plus tard, mais pour tout de suite, retenez juste que le domaine, c'est votre flambeau, c'est genre votre bébé, là. Faites-y attention, puis cajolez-le, c'est important. Fait que plus un domaine est intelligent, plus le code est simple à lire, puis plus il se rapproche de comment on l'explique verbalement aux gens. Fait que c'est ce qui paraît le plus simple, le plus logique, puis honnêtement, c'est souvent ce qui fait le code le plus, pas juste le plus lisible, mais le plus simple. Même si ça paraît pas toujours au début. Mais ouais. Il fait juste du Christy de sens, là, c'est quelque ça. Fait le domaine, c'est le centre de l'architecture hexagonale, de l'architecture en ports and adapters. Je vais dédier une vidéo complète à ce genre d'architecture-là, mais c'est elle qu'on va utiliser. Fait que ça va être dans un bout, ça va être juste avant qu'on rentre dans le code, mais ouais, pour tout de suite, retenez que là, ce qu'on va toucher, c'est vraiment le centre d'une architecture complète sur laquelle on va revenir. La dernière affaire pour les domaines, c'est qu'on peut avoir un domaine riche ou un domaine plus de type CRUD, fait que CRUD. Create, Read, Update, Delete. Si vous avez déjà fait un peu de BD de base de données, vous savez ce que ça signifie. Là, en gros, c'est un peu avoir un domaine qui est très proche de comment on sauvegarde les données, comment on les stocke. Puis c'est correct dans certains cas d'avoir un API qui marche comme ça,
Sauf qu'au final, ton API devient juste une espèce de pont entre ton site, ton front-end, et ta base de données. C'est juste un transfert de données d'un bout à l'autre. Puis c'est correct si c'est ça que tu as besoin. C'est correct. Mais nous, on va essayer d'avoir des trucs un peu plus pertinents, mettons. Plus, avec plus de règles, plus de logique, plus le fun à jouer dedans, mettons. Donc, on va essayer d'avoir un domaine le plus riche possible. Sachez aussi que l'application, il peut être riche, CRUD, il peut être n'importe où entre les deux aussi. Probablement, notre application sera pas riche. Elle va être comme aux 3/4, là, ça aligne, là, ici. Fait que, okay. Je veux juste avoir un beau domaine, ok? On va le voir ensemble, là, mais le but, c'est vraiment juste d'avoir quelque chose qui est intéressant en son centre. Et pas juste en les technologies utilisées, puis les parts autour de ça. Ok! On va voir c'est quoi une tête d'agrégat. Fait qu'un agrégat, c'est genre... C'est une grappe. Une grappe de classe. Puis une tête d'agrégat, c'est le sommet ici. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des objets qui s'emboîtent les uns dans les autres. Objets, classes, concepts, là, peu importe. Donc, la tête d'agrégat, c'est, mettons, quand un objet en contient un autre, contient une liste d'un autre, En gros, si tu veux avoir un objet qui est comme un bout de ton agrégat, ou quelque part dans le milieu, mais il faut toujours que tu commences de la base, puis que tu ailles le chercher au complet de main. Dans une architecture comme on va utiliser, finalement, il faut qu'on détermine d'avance, ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui, il faut qu'on détermine comme c'est quoi nos agrégats, puis c'est quoi le point d'entrée, la tête d'agrégat. Dès qu'on fait un REST API, moi ce que j'aime bien faire, c'est que mes routes de REST API représentent exactement les points d'entrée de mon agrégat finalement. Fait que si, mettons, on va aller chercher un account, mais ça va être /accounts avec son ID. Si on va aller chercher les bills de l'account, même si vous allez voir plus tard que les bills sont pas directement dans l'account, c'est pas grave, ça fait quand même du sens en tant que tel. On va faire account, son ID, bills. La prochaine vidéo va vraiment toucher c'est quoi les endpoints, c'est quoi un REST API, puis comment qu'on va représenter le diagramme qu'on va faire ensemble en route. Mais ouais, retenez juste pour tout de suite finalement que ce qu'on veut là aujourd'hui, le but c'est de conceptualiser le domaine et trouver les têtes d'agrégat. Je dis les têtes d'agrégat, mais dans notre cas, il y en a une seule. C'est les comptes. Tout le reste va être emboîté les uns les autres. C'est pas qu'il y a des concepts, mettons, qui ne seront pas seulement dans le compte. Il y a d'autres affaires qui vont être dans l'application, mais les points d'entrée qu'on veut pour utiliser l'application, ça va toujours être les comptes. OK. Maintenant, on va décortiquer les classes de notre application et la grappe complète, finalement. Moi, je vais me servir de diagrams.net, qui est anciennement draw.io, une application que j'aime beaucoup. Ce diagramme-là va être accessible sur mon wiki. Je vais aussi le mettre dans la description. Commençons avec les comptes et les utilisateurs. On va avoir une seule tête d'agrégat qui est account, comme j'avais dit tantôt. Fait que, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient le ID et l'utilisateur. Éventuellement, on pourrait avoir une liste d'utilisateurs, ça ferait beaucoup de sens, mais c'est pas encore le cas. Donc, account. Good. L'ID d'account, c'est quoi ça? Ça va être un UID, mais en fait, je veux me foutre de c'est quoi son type. Fait que ce que je vais faire pour ça, je vais appliquer tout de suite c'est un pattern. Au fond, ouais, je vais utiliser un value object. Donc, on va avoir l'objet account ID qui contient sa valeur. Puis là, pour tout de suite, ça va être un UID. Mais si à un moment donné, on veut utiliser un nom ou quelque chose, mais on a juste à changer le type de la valeur dans account ID, puis on diminue le ripple effect comme ça. On n'a vraiment pas grand-chose à changer dans notre application. Peut-être le générateur d'account ID ou des trucs comme ça. Mais on n'a pas à changer, mettons, tous les paramètres de partout, de UID à un autre type. On va juste garder account ID, puis lui-même, il va être intelligent, puis il va gérer, puis il va connaître son type, ses affaires, puis blablabla. C'est ça. Good. Vous allez voir le value object qui va revenir encore dans ce diagramme-là, avec d'autres types en plus, fait que ça peut être intéressant à revoir. Donc, l'utilisateur, en fait, c'est quoi? C'est les informations d'un compte. Fait que là, comme j'ai dit, on a un seul utilisateur par compte. Je vais quand même le dissocier d'un compte. Pas le dissocier, mais le mettre à côté. Parce que je trouve que ça fait plus propre, c'est plus logique aussi. Puis, parce que pour vrai, éventuellement, la fonctionnalité d'avoir plusieurs utilisateurs ferait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de sens. Puis je sais que c'est pas tant bon de coder des affaires en se disant peut-être qu'on va l'avoir plus tard, mais je trouve que ça fait déjà du sens de juste le séparer, donc je vais le faire. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le compte? On a les informations qu'on envoie. On a l'email, le full name, height, weight. À part ça, je vais stocker l'instant de création qu'on va se servir pour le reporting éventuellement et la liste des passes d'accès pour l'utilisateur. Good! Fait que je vais mettre ces concepts-là en vert, vu qu'ils sont dans le même package. Fait que pour que ce soit plus clair sur mon diagramme. Mais il manque un autre truc. Il manque l'instant, le creation instant. C'est quoi ça? Ben, ça, je vais le mettre loin dans le diagramme, en bleu.
parce que ça va être le package instant, là, vraiment pour le temps, en fait. Puis vous allez voir, beaucoup d'autres concepts vont servir d'instant, fait que on va le mettre ailleurs dans son package. Puis quand je parlais de dépendance tantôt, par exemple, tous les packages vont servir d'instant. J'allais dire presque, mais non, toutes. Mais instant, ça sert, tu sais, il connaît pas ce qu'est un utilisateur, il connaît pas c'est quoi une passe d'accès, puis ça fait du sens. C'est un concept de temps, il n'y a pas besoin de connaître nos autres trucs de domaine. Alright, fait qu'on va faire le package des passes d'accès. La passe d'accès, elle contient son code, elle contient son instant de création, son type de période, les périodes qu'elle contient, que ça va être une liste, parce que finalement, je veux qu'on puisse jouer dans les périodes vraiment comme en tant que logique. T'sais, si mettons tu donnes une semaine, tu vas avoir une seule période dans ta liste, puis cette période de temps-là, ça va être la semaine. C'est un mot, même affaire. Puis si tu as des dates, mais là, ça se peut que tu aies plusieurs périodes. Fait que dans tous les cas, ça va être une liste de périodes, puis nos périodes va être quelque chose d'autre qu'on va définir dans l'app. Ensuite, on va avoir une liste d'utilisation de l'ascenseur pour chaque passe et la facture de la passe. Parfait. Le code, c'est quoi? C'est un value object, comme account ID, tout simplement. Dans ce cas-là, ça va être un string qu'on va générer d'une certaine façon qu'on va revoir dans le code. Mais ouais, c'est un value object aussi. Ensuite, le type de période, c'est quoi? C'est une énumération, tout simplement. Parfait. Puis là, la période, j'en ai parlé un peu, mais ça, c'est encore de quoi que je vais déplacer dans le package des instants, du temps. Donc, c'est ça, on va avoir une période qui est simplement un début puis une fin. Donc, 2 instants. Parfait. Ok, il manque juste un truc. C'est comment est-ce qu'on affiche les informations qu'on a besoin quand on demande une liste de passes et des trucs comme ça. J'ai struggle un peu avec ça au début parce que je détestais la manière que je l'avais approché au début. J'avais fait une autre classe en gros, j'ai juste mis les affaires que je doutais fortement dans une autre classe qui s'appelait AccessPass Info, qui contenait plein de valeurs optionnelles, puis je regardais ça, puis j'avais envie de vomir. Fait que j'étais genre, non, je peux pas présenter de quoi sur YouTube, puis faire comme, ouais, c'est comme ça qu'on va faire ça, la gang, puis savoir clairement que c'est dégueulasse. Dégueulasse. Pas si dégueulasse, mais tu sais, j'ai pas envie de vous présenter de quoi en me disant, ouais, il y a place à amélioration. Je suis là, fait que je me suis penché sur le problème. Puis, quand on va revenir au reporting, on va voir qu'il y a plusieurs types de périodes qui vont eux-mêmes être définis dans l'application. Fait que c'est quoi une date, une semaine, un mois, un quart d'année, une année. En fait, on peut se resservir de ces concepts-là et faire en sorte que quand on assemble les passes d'accès dans notre représentation quand on cherche les listes de passes, les périodes elles-mêmes vont être capables d'écrire leurs propres informations. Fait que la date va écrire chaque date, c'est quoi, dans une liste. Sinon, les semaines, tout simplement, ils vont être capables d'avoir leur numéro de semaine, leur année. Les mois, ils vont avoir leur mois en string et leur année. Fait que, tout simplement, on va déléguer ça aux périodes elles-mêmes, ce qui est pas mal l'approche la plus domain-driven que je pouvais penser, je pense. Je pense. Je pense que oui. On pense-tu? On pense. C'est ça. Ça sonne peut-être comme du charabia, je suis un peu désolé pour ça, mais c'est un problème que j'ai réglé il y a 15 minutes puis que j'étais quand même fier. J'avais parlé de l'utilisation de l'ascenseur. Eux autres, je vais les déplacer dans un autre package parce que là, présentement, la seule manière d'utiliser l'ascenseur, c'est avec une passe d'accès. Ça pourrait changer éventuellement, mais dans tous les cas, moi, pour le reporting, j'ai besoin d'un autre classe pour ça. Parce que je veux avoir l'instant d'utilisation de l'ascenseur et sa direction. Puis ici, je mets ça dans un autre package, c'est juste parce que je trouve que ça n'a pas rapport directement avec les passes d'accès. Les passes d'accès vont avoir de l'utilisation de l'ascenseur, mais l'utilisation de l'ascenseur, lui, il s'en calisse que c'est une passe d'accès qui a été utilisée ou non. Dans tous les cas, l'ascenseur est parti d'un bord ou de l'autre. Puis, en ayant le compte, l'utilisateur, la passe d'accès et ses utilisations, nous autres, on est capable d'avoir toutes les informations qu'on a besoin en fonction de, je sais pas, moi, si on voudrait savoir quelle personne, quand est-ce qu'elle a utilisé l'ascenseur, tout ça, on a toutes ces infos-là en les stockant de cette manière-là. OK. Ensuite, les factures et l'argent. Ça, les factures, ça va être une classe elle-même qui représente la facture. Donc, on va avoir le numéro de facture, on va avoir l'instant de création de la facture, la raison, la description, le montant et une liste de paiement. Donc, le numéro de facture, c'est encore un value object, tout simplement. Ensuite, on a quoi? On a la raison, qui est une énumération, tout simplement. Elle va avoir un seul item dans l'énumération, mais c'est pas grave. L'argent, je vais en faire un autre classe
qui est un genre de value object pour tout de suite, mais éventuellement, il pourrait avoir beaucoup de logique. Par exemple, si on veut faire de la conversion entre des currencies, des trucs comme ça va être pratique d'avoir une classe juste pour représenter de l'argent. Ensuite, les paiements, je vais en faire une autre classe à part parce qu'on veut pouvoir avoir chaque paiement à quel instant qu'ils sont et le montant qui a été payé à chaque fois. C'est comme ça qu'on va calculer le montant qui reste à payer sur des bills ou s'il est payé complètement. Ouais. Fait qu'on va mettre tout ça en rouge parce que le capitalisme, c'est mal. Puis, OK, petite question. Pourquoi les comptes, ils possèdent pas les factures? Parce que comme je vous ai dit tantôt, dans la route, j'aimerais que ce soit, mettons, account, l'ID, les bills. Ça ferait du sens. Mais je connais mes besoins de reporting présentement, puis je sais que je veux savoir la facture et ses paiements pour une passe d'accès, je veux savoir pour l'utilisateur. Donc, je vais vraiment structurer mon domaine pour qu'il puisse lui-même gérer son reporting. Pas le gérer, en fait, mais qu'il soit facilement filtrable pour faire du reporting. Donc, je vais les mettre comme ça. Si éventuellement, on a d'autres choses qu'on peut biller au monde à partir d'un autre objet ou quelque chose d'autre qui est créé, ou peu importe, peut-être que là, je vais faire une interface pour ce qui est billable, puis je vais gérer ça autrement. Mais là, pour tout de suite, ça fait complètement du sens avec ce qu'on a besoin. Puis tu sais, de toute manière, dans un autre prototype de l'application, si on ajoute des concepts, tout ça, on peut toujours changer la structure. Puis si on a bien fait notre job, ça sera jamais tant pire que ça de faire du refactor sur des concepts qu'on a préétablis quand ces concepts-là sont déjà bons. Fait que, parfait. OK, les hosties de rapport. J'ai tout planifié le domaine pour qu'on n'ait pas besoin d'une classe lightweight d'événements de reporting. Ce que je fais d'habitude dans mes travaux d'école qui demandent ça. Ça, pour vrai, c'est un avantage. Notre domaine contient tout ce qu'il y a besoin pour ce qu'on a besoin pour les rapports, sans que ce soit de l'information bloatée. Tu sais, il y a certains trucs, mettons que c'est pratique d'avoir du reporting genre événementiel qu'on enregistre, qui aurait été une autre tête d'agrégat en passant des événements, mais là, on l'a pas. Puis, en fait, moi, la seule information que j'ai besoin de stocker, c'est l'instant de création. Si j'avais stocké tout ça dans une classe lightweight, mais qu'il n'aurait pas été tant, parce qu'on aurait contenu genre toutes les informations de dimension qu'on pourrait avoir, ça aurait vraiment compliqué la job. Puis là, je vais vous avouer que je suis quand même vraiment content qu'on n'ait pas à trop checker ça là-dedans. Le reporting va quand même être complexe, puis il va quand même être pas mal de jobs, mais il va être pas mal moins con. Fait que le seul truc que j'ai rajouté pour le reporting, parce que j'ai pas envie de rajouter plein de concepts de métrique, dimension, scope, période, période est là, mais en tout cas, dans ce diagramme-là, parce que pour vrai, je vais revenir sur le reporting dans comme 1, 2, 3, 1000 vidéos là-dessus, où est-ce qu'on va avoir besoin de refaire des dessins, inquiétez-vous pas. Fait que là, pour tout de suite, je vais juste rajouter les 2 périodes qui manquent, vu que j'ai déjà mis la date, la semaine, le mois, c'est le quart d'année puis l'année. Remarquez une affaire, tantôt je n'ai parlé vite, mais ces types de périodes-là, j'ai mis des flèches blanches. C'est pas que c'est de l'héritage directement, mais ça va être sensiblement un peu pas mal ça, avec d'autres concepts pour rendre ça quand même wise, puis qui fait du sens. C'est ça, c'est pas un UML, fait que c'est pas parce que c'est une flèche blanche que c'est de l'héritage, mais ça sent l'héritage pareil. Bon ben parfait, fait qu'on a notre diagramme final de domaine simplifié. Je suis content, je trouve qu'il est assez lisible, qu'il fait du sens. Fait que parfait. Juste un dernier truc que j'aimerais vous présenter, c'est j'ai fait le même diagramme, mais juste les packages. Puis comme vous pouvez voir, la dépendance va toujours juste d'un bord, puis il n'y a pas de dépendance circulaire. Fait que ça fait du sens. Oui, les flèches noires, c'est des flèches de dépendance. Là. Dans ma tête, c'était implicite un peu, mais si vous vous demandez, c'est ça que ça veut dire. Yes, on est venu à bout de notre domaine. Faut juste le coder à cette heure. C'est pas mal la plus grosse partie, mais c'est pas grave. Au moins, c'est le fun à faire. J'espère que vous avez aimé ça. Je suis quand même vraiment fier de la job qu'on a faite. Notre domaine est bien beau, bien logique, puis je suis content. La prochaine vidéo va être sur les endpoints et les routes d'un REST API, puis je vais montrer en même temps c'est quoi un REST API. Fait que parfait! À la prochaine! Salut là!